Bonsoir et bienvenue dans Précédemment. Ce soir, nous allons frissonner avec notre invité. Mais permettez-moi, avant de l'accueillir, de vous présenter l'homme qui me hante et me manque quand il n'est pas avec moi. James, comment vas-tu? Chapeau pointu. Écoute, ça va très bien, Chris. Merci encore une fois de m'accueillir dans l'une de tes émissions et pour parler d'un livre ce soir que j'ai affectionné tant. Que j'ai tant affectionné, je ne sais plus comment on dit, dans quel ordre. Je suis un peu bouleversé. Super, la même chose, mais on va en parler pendant au moins 1 heure. Et il est temps de saluer notre invité, avec qui nous allons parler de son nouveau livre, Celui qui hantait le manoir, aux éditions Sarbacane. Et c'est Damien Galisson. Bonsoir Damien Galisson. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter. Merci à vous surtout d'avoir accepté l'invitation. Les habitués de la radio savent à quel point on a adoré, James et moi, votre premier livre. On a fait des recensions dessus, on en parle de temps en temps dans d'autres émissions. C'était La Dragonne et le Drôle, toujours aux mêmes éditions Sarbacane. Alors autant vous dire que quand on a reçu le livre, moi j'étais rempli d'excitation, j'étais tout excité. Est-ce que tu étais excité comme moi, James ? Oui, tout à fait. J'avais hâte de tourner ces premières pages exactement de la même manière qu'on a envie de pénétrer dans une demeure qui nous est un peu inconnue. Je pense que ça fait un beau parallèle avec l'œuvre dont nous allons parler ce soir. Dites-moi, est-ce que pour vous, là, il y a eu une peur du deuxième livre? Est-ce que est-ce que ça vous a stressé la sortie de ce deuxième livre ou pas du tout? Oui, un petit peu, parce que La Dragonne a eu vraiment des bons retours. Voilà, il y a eu des prix, etc. Donc, quelque part, on se demande, est-ce que le public qui a aimé ce bouquin-là va apprécier le deuxième ou pas? Sachant que l'autre point, c'est que là, c'est un roman de fantastique. Et moi, j'ai pas beaucoup de culture de fantastique. Autant en fantasy, je sais où je vais en tant que lecteur, en tout cas, au moins. Autant sur le fantastique, j'avais pas énormément de références, quelques-unes, mais peut-être des classiques et peut-être même des choses plus niveau collège. Donc je savais pas trop où je mettais les pieds. Et puis sachant qu'il y avait quand même la notion de vers libre qui pour moi était peut-être attendue et que quelque part elle est un peu plus feutrée, un peu plus secrète dans ce roman-là. Et donc c'est hyper intéressant ce que vous dites parce que moi j'avais une question par rapport à ça justement, vu qu'on était sur le premier roman sur un roman fantasy et que là on est sur un roman fantastique. Est-ce qu'il y a eu une influence et en quoi La Dragonne et le Drôle a influencé celui qui hantait le manoir? L'influence, ça a été que La Dragonne et le Drôle, c'était ma première expérience d'écriture romanesque où vraiment je jouais le jeu 100% de l'alexandrin et de l'écriture en se servant de mon background de musicien et d'écriture de chansons. Et que quelque part, cette expérience-là, fort de cette expérience-là, j'ai pu me replonger dans la peau d'un personnage, parce que là j'écris encore à la première personne. Alors sans jouer sur la carte vraiment de la mise en page très particulière qu'il y avait dans La Dragonne et le Drôle, mais en fait c'est bourré d'alexandrin, peut-être un peu d'octo, etc. Mais ça fait toujours 12, 8. On est vraiment en tout cas, j'ai eu ce plaisir de l'écriture là, qui est l'écriture poétique. Ouais. Ouais. Mais plus subtil, hein. C'est pas aussi flagrant que sur La Dragonne et le Drôle. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit là. Vous avez dit que vous n'avez pas de culture fantastique et que vous y êtes allé. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé pour quitter la fantasy et aller vers le fantastique? Est-ce que c'est vraiment une sorte de trop-plein de La Dragonne et le Drôle, ou c'était une envie d'aller vers le fantastique? Il n'y a pas eu d'envie spéciale d'aller, il n'y a pas eu de projet d'aller spécialement vers le fantastique. C'est plus que je me suis amusé, je m'amuse de temps en temps à écrire des petits bouts de début de choses, de bouts de nouvelles, etc. Et que le personnage de Camille, en fait, quand je suis rentré dans le costume, j'ai eu tout de suite plaisir à la faire parler, à la faire bouger, etc. Et en fait, très vite, elle s'est mise à vivre en fait au moment où j'ai commencé à écrire.
Il se trouve qu'en plus j'ai proposé, on était encore en retravail de la Dragonne et du Drôle quand j'ai envoyé les premiers chapitres à Sarbacane et qui m'ont dit tout de suite mais vas-y on aime ça, etc. Donc quand on sait qu'on est suivi par un éditeur, on est d'autant plus motivé. Mais tout de suite j'ai eu la voix de Camille, voilà, elle était très très présente. Et ça a été, voilà, pour moi, c'est un peu le déclencheur, c'est d'avoir vraiment le personnage qui vit, le sang respirer, quoi. Alors, c'est amusant, ça veut dire que vous avez commencé à écrire alors que vous étiez en cours avec la Dragonne et le Drôle. Et c'est un personnage, donc c'est un enfant, c'est une jeune fille, alors que sur la Dragonne et le Drôle, c'était un petit garçon. Et alors, j'ai l'esprit peut-être tordu, mais dans ma tête, c'est vous étiez en train d'écrire avec un petit garçon qui était le héros, et du coup, vous avez basculé vers une petite fille. Ou alors, c'est délire complet. Hein. En fait, moi, j'ai pas d'intention au départ au moment où je commence à écrire. Après, forcément, il y a un moment où il y a la réflexion, mais c'est vrai que je fais partie vraiment des jardiniers, pas des architectes, ceux qui écrivent au fil de la plume, et puis à un moment, faut tout remettre droit. Et je me suis pas posé la question, en fait. C'était plus, j'avais cette image, parce qu'on a peut-être tous vécu ça, gamin, d'être emmené à un mariage, de s'ennuyer un petit peu, de pas connaître les autres enfants, cette situation. Et je me dis que d'avance, c'est une espèce de situation romanesque. Parce que les enfants, ils ont beau avoir leurs parents sur le dos, etc., ils les ont pas tant, les parents, ils picolent un peu plus, ils dansent, ils sont avec la famille et tout, et on se fait des copains d'un jour. Et en fait, dès que le premier chapitre que j'ai écrit, la première scène que j'ai écrit, c'est celle où Camille rencontre Matisse, et en fait, voilà, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Je me suis pas dit, tiens, cette fois je vais changer, je vais prendre un personnage féminin. Voilà, ça s'est pas passé comme ça, ouais. Et comment est-ce qu'on passe, et je vais même utiliser un mot qu'on retrouve beaucoup à travers celui qui a hanté le manoir, mais comment est-ce qu'on zappe d'un roman axé très fantasy vers un roman qui est beaucoup plus ancré dans une époque contemporaine et en tout cas dans une grosse première partie du roman dans une réalité, comme vous le disiez, que nous avons tous connue, arriver à un mariage. Disons que c'est la situation qui a créé ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un personnage que je place dans un décor, une fillette de 12 ans avec une robe qu'elle n'a pas envie de porter, voilà, on sent déjà le costume, le tissu sur soi, etc. On se dit, tiens, il y a un manoir. Moi, je suis allé à quelques mariages où de temps en temps, il y avait la location d'un beau manoir, etc. Et voilà, à un moment qui dit manoir dit des choses fantastiques. Et puis oui, puisque en fait les choses se font un peu naturellement puisqu'elle est là dans cette situation-là, il y a de la famille, donc il y a un papa, il y a une maman, il y a des situations de tous les jours, il y a des relations parents-enfants avec un vocabulaire ado, etc. Et puis c'était aussi un petit plaisir après, on va dire après la Dragonne et le Drôle, avec un drôle qui parle à la première personne, mais qui a quand même un langage assez châtié, de se dire, voilà, sans aller sur le cliché un peu qu'on peut entendre des ados d'appeler tout le monde frère ou de lâcher des wesh à tout bout de champ, mais le plaisir de faire parler dans des dialogues des gamins de maintenant, quoi. Et sur l'écriture, du coup, est-ce que vous avez senti une influence après votre premier roman? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'écrire, hormis celle d'aller peut-être moins vers vers des rimes aussi marquées que sur La Dragonne et le Drôle? Est-ce que à côté de toute l'écriture, ça a changé votre façon de travailler ou pas? Ouais, moi je pense que vraiment l'écriture en vers a débloqué chez moi une capacité de travail que j'avais pas avant, parce que justement une phrase en emmène une autre beaucoup plus facilement. Il y a un espèce de plaisir au moment de l'écriture qui se déclenche. Et vraiment, moi, c'est sur la Dragonne et le Drôle que j'ai découvert ça. Et vraiment, systématiquement, ça m'emmène. Et si j'ai une scène, par exemple, au moment de la réécriture, on a beaucoup discuté chez Sarbacane. Ils sont très pointilleux sur
parfois la virgule à tel endroit, tel mot à la place d'un autre, etc. Et moi, j'étais très attaché, parfois plus qu'au sens du mot, mais parfois à la métrique. Vraiment, non, mais là, je veux que ça fasse 12, quoi. Il n'y a pas moyen. C'est surtout que si ça fait 3 fois 12 avant, il faut que ça continue, quoi. Donc, peut-être moins attaché sur la rime, mais par contre, sur la métrique, sur le rythme que ça fait, énormément. Et puis du coup, là où je me suis parfois un peu plus lâché que sur la Dragon et le Drôle, sur ce type d'écriture, c'est de se dire, là je passe en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 parce que c'est plus speed. Les moments un peu plus longs, je passe vraiment en alexandrin parce qu'on est vraiment en mode par les soirs bleus d'été, j'irai sur les chantiers, sur les sentiers, pas les chantiers. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que pour un néophyte de la poésie comme moi, j'ai retrouvé ce côté très poétique à travers La Dragonne et le Drôle. Et justement, c'était l'impression que je me suis faite sur celui qui hantait le manoir, c'est que on était beaucoup moins ancré dans la poésie, mais à travers tout ce que vous me dites, en fait, je me dis qu'il faut que je le relise pour que je décèle encore plus ce côté poétique qui m'est pas apparu d'un seul coup d'œil, moi. Ouais, en fait, il y a des auteurs, des autrices qui appellent ça les vers blancs. Qui en fait, ils en ont un petit peu partout. Vraiment, ils comptent les mots et puis à l'oreille. Donc moi, j'écris un peu comme je compose une chanson. Alors pas du tout dans la construction, parce que pour la construction, pour l'instant, je reste un gros noob. Et pour l'instant, c'est comme ça. Mais par contre, dans l'écriture, vraiment, j'ai envie que ça tombe sur un rythme particulier. Ouais. Ah ouais. Je vais le relire avec encore plus d'attention. Je plus sois James. J'avais le même avis sur la poésie et j'ai pas forcément vu ce rythme-là. Donc je vais le relire pareil avec attention pour voir ce qui nous a échappé du coup. Mais bon, ça m'étonne pas parce qu'on va y venir un peu plus loin dans l'entretien. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se disent dans votre livre entre les lignes. Mais je spoil ou je tease plutôt. On en parlera un peu plus tard. Est-ce que, pour en finir avec La Dragonne et le Drôle et passer plus spécifiquement à celui qui hantait le manoir, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences au succès de votre premier roman dans l'écriture ou dans la préparation de ce second roman? Disons que dans la préparation, je savais où j'allais en fait. Je savais qu'il y avait un premier jet, ensuite un retour. Donc voilà, je sais, tout comme là, je sais qu'il y a une sortie et que en fait, entre le moment où le livre sort et puis l'attente qu'on a de se dire je vais t'inviter sur les salons, les trucs, etc. En fait, il se passe un temps. Il y a un temps un peu long, le temps que les libraires s'en emparent, le temps qu'éventuellement les profs s'en emparent. C'est peut-être même plutôt l'année d'après, par exemple. Il y a des choses que je connais un petit peu mieux. Tant par rapport aux attentes. Après, par rapport à l'écriture en elle-même, je vois mieux comment je fonctionne. C'est-à-dire que sur la Dragonne et le Drôle, j'avais fait un premier jet où il y avait que des tout petits chapitres parce que j'étais très guidé par un livre de Sarah Crossan qui s'appelle Swimming Pool et qui est vraiment fait que par pratiquement un poème par page. Et c'est un jet comme ça que j'avais envoyé à Sarbacane, qui m'avait dit on prend, mais on retravaille pour que ça ressemble pas que à un poème par page. Voilà. Donc là, moi, je suis parti dans l'écriture bille en tête. Par contre, j'ai compris que vraiment, définitivement, j'étais un jardinier. Donc, on est peut-être à la version 8 ou 9, là, j'en sais rien. J'ai envoyé un roman à Julia chez Sarbacane qui était abouti. Et elle m'a dit, écoute, si on y va, il va falloir tout retoucher parce que quelque part, c'était vraiment bordélique. Donc, je suis pas du tout quelqu'un qui est capable de décider à l'avance ce qu'il fait. C'est mon personnage qui fait suivre et qu'il a fallu remettre beaucoup, beaucoup d'ordre dans tout ce qui avait poussé, quoi, dans tous les sens. Donc là, j'ai conscience qu'il y a un gros travail de réécriture. Voilà. Et je pensais qu'au deuxième, ça allait être plus facile. Comme qu'on fait un marathon, le deuxième va être plus facile. Non, je pense qu'on va en chier tout pareil. C'est comme ça. Beau parallèle. Super. J'enregistre cette
réponse parce qu'on va y revenir un peu plus tard d'ailleurs sur l'écriture. Donc on enregistre, on la garde en tête et on y revient un peu plus tard. Je vous propose une petite pause musicale avant d'aborder plus en avant celui qui hantait le manoir. On va écouter Milk Lizard. Alors oui, j'ai un excellent accent anglais. Et c'est par The Dillinger Escape Plan. De retour sur Radioverse, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, @Radioverse of Multiverse. Vous pouvez aussi consulter lanuitdudimanche.fr où vous pourrez consulter tous les replays, notamment la première interview qu'on avait faite avec vous, Damien Galisson, à propos de Dragon et le Droll. Alors, je suis toujours en compagnie de James et on reçoit Damien Galisson qui publie Celui qui hantait le manoir aux éditions Sarbacane. Je vous propose de passer directement, enfin plus en avant à ce livre. James, est-ce que tu veux nous faire le pitch, tiens? Ah, oui, je peux faire le pitch et bien sûr, je compte sur vous, Damien Galisson, pour me reprendre si j'omets quelques détails. Bon. Je vais être très attentif. Ah, parfait. Donc c'est l'histoire de Camille, hein, une adolescente de 12 ans qui vient à un mariage dans un manoir. Elle vient avec ses parents et elle vient au mariage de sa tante, mais sa tante qu'elle n'a pas connue est dans un manoir où visiblement sa maman a grandi, mais elle ne connaissait pas du tout cette histoire. Donc elle va s'ennuyer comme beaucoup de jeunes, hein, vous le disiez un peu en préambule, à travers ce mariage. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec un certain Matisse. Et puis là, ils vont s'échapper un peu pour aller visiter un cimetière. Et à partir de là, tout va commencer à prendre une allure très fantastique à travers le livre. Et elle va finalement se lancer sur les traces d'un passé qu'elle pensait impossible, peut-être. Je valide. Ah, ben parfait. Donc moi, ça me découle déjà une première question à travers ce pitch. Qu'est-ce qui peut motiver l'envie d'un sujet
comme celui-ci. Alors vous le disiez, hein, on a tous vécu ça, mais est-ce qu'il y a une envie de ce sujet un peu plus profonde, ou elle est vraiment arrivée comme ça, comme vous disiez un peu tout à l'heure? Ouais, elle est vraiment arrivée comme ça. Alors après coup, je me rends compte qu'il y a des éléments dans la vie qui font que, tiens, il y a des choses qui viennent. Moi, j'habite dans un village du Poitou-Charentes, parce que bon, Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu grand. Voilà, j'habite dans le Poitou, et il se trouve que dans mon village, il y a des tombes qui sont séparées du reste. Voilà, qui sont des tombes protestantes. Il y en a quelques-unes en Vendée, etc. Et ben, c'est vrai que quand on a de l'imagination, on trouve quelques tombes au coin, toutes seules, au bord d'une route, et on se dit, bah merde, qu'est-ce que ça peut évoquer, etc. Voilà. Et tout comme on rentre dans un château ou voilà, quelque part abandonné, on a envie de s'imaginer qu'on a forcément des vampires, des fantômes, des loups-garous, que sais-je. Voilà. Donc je pense qu'il y a un terrain d'imagination fertile qui fait que quand on met un personnage dans une situation ou un lieu particulier, il y a l'ambiance qui va avec ce lieu, il y a quelque chose qui vient un petit peu naturellement. Alors après coup, c'est vrai que voilà, il y a des exemples comme ça qui me reviennent, tout comme voilà des mariages en particulier où je suis allé en me disant le château trop bien. Moi, je suis charpentier de métier à côté, et de me dire j'irais bien dans les combles pour voir la charpente. On n'y a pas forcément accès. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont juste des petites idées, des petites graines qui traînent là quelque part, et dès que le terreau de commencer à écrire arrive, ça pousse, quoi. Et outre les tombes, je sais pas, moi je me suis complètement imaginé qu'en fait vous avez eu l'idée de ce roman en revenant d'un mariage qui s'était passé dans un manoir. Je me trompe peut-être? Mais je pense que c'était là, mais je l'avais sûrement pas identifié. D'accord. Voilà, le manoir que j'ai en tête, c'est vraiment le manoir qui était là pour des amis très proches, mais c'est un mariage qui a eu lieu il y a bien longtemps, quoi. Donc voilà, je fais le lien maintenant, en fait, avec un lieu en particulier, avec la présence d'un puits, par exemple, des choses comme ça qui font que voilà, quand il y a un puits, on a envie d'ouvrir pour voir ce qu'il y a au fond, quoi. De plonger dedans. Mais du coup, ça veut dire que votre façon d'écrire, c'est, j'allais dire au fil de l'eau, grosso modo, en schématisant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan sur les personnages et sur l'histoire. Vous laissez le personnage vivre sa vie au fil de votre écriture, et ça se construit au fur et à mesure, ou il y a quand même, une fois que vous avez eu votre Camille, vous avez construit quelque chose autour d'elle? En fait, j'ai des scènes qui me viennent, des situations, en me disant, avec ce plaisir un peu pervers de l'écrivain, de dire comment je pourrais vraiment mettre mon personnage dans la mouise jusqu'au cou. Donc des fois, il y a des situations qui apparaissent. Par exemple, pour la Dragonne et le Drôle, même si j'avais que le début de l'histoire, je savais qu'à un moment, voilà, il allait sauter dans le vide, puisqu'on était dans un monde de vide, et qu'il allait faire à peu près ce que fait Keanu Reeves dans alors je trouve plus le nom de ce film où il saute d'un avion. Breakpoint, voilà, exactement. Donc qui est vraiment la situation romanesque dangereuse, la pire du monde, c'est-à-dire sauter d'un avion sans parachute. Voilà, c'est un peu voilà. Et je savais que ce truc-là allait exister quand j'écrivais La Dragonne et le Drôle. Tout comme pour certaines situations de Camille, je me suis dit oui, forcément, il va se passer ça. Mais je sais pas quand. Et à chaque fois que j'essaye de faire un plan, systématiquement, mes personnages s'amusent à faire autre chose que ce que j'ai prévu. Voilà. Ou alors il y a des personnages qui sont pas prévus et qui surgissent. Donc et puis finalement, c'est cette relation-là qui se crée entre les personnages qui devient plus importante que le plan que j'ai pu commencer à ébaucher. Donc vraiment, je fais pas partie des architectes. Et j'aimerais bien, parce que se dire voilà, maintenant je suis mon plan, je travaille tous les jours, et peut-être que j'irai un peu plus vite. Ouais. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que vous reproche, alors reproche, je mets entre guillemets, la maison d'édition Sarbacane, quand vous leur envoyez le roman et qu'ils vous disent on va le retravailler, c'est ça qui aboutit à 8-9 réécritures. En fait, ma question, c'est qu'est-ce qui n'a pas survécu aux réécritures? Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été supprimées? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont été supprimés?
Oui, au départ, dans mes premières versions, Camille, elle va à un mariage, elle s'ennuie, mais c'est pas du tout sa famille. Donc, il y a bien une Marie, mais c'est pas la sœur de sa mère. Il y a bien un personnage qui va ressembler à un sorcier, mais c'est pas du tout sa grand-mère. Et en fait, voilà, il y a des choses comme ça qui se sont remises en place, qui ont été retravaillées plus tard. Tout comme moi, j'avais écrit une scène un peu folle de fin, avec des surgissements de fantômes et on va dire de créatures avec pour moi dans ma tête, avec une texture un peu à la Wakfu, et finalement c'est pas du tout ça qui est resté parce que ça allait pas avec le reste de l'ambiance du livre. Donc il a fallu resserrer en fait. Et moi j'ai besoin du regard extérieur. J'ai besoin du regard extérieur de mon éditeur à ce moment-là, pour me dire ok, on va recentrer. Quel est le point, l'intérêt, la jonction qui fait qu'on a envie de continuer à lire le livre, le truc important. Par exemple, mes premiers jets de la Dragon Eldrôle, j'avais ébauché des plans, des choses comme ça, et le premier éditeur qui m'avait suivi m'avait dit non, recentre. Là, ce qui compte dans ton histoire, c'est la relation entre la dragonne et le drôle. Mais moi, au départ, à l'écriture au premier jet, c'est pas forcément ça que j'avais vu. Donc, c'est intéressant pour moi de travailler aussi en relation avec quelqu'un qui a un regard extérieur et qui est capable de me dire, voilà, à un moment, non, ouais, tourne à gauche, pas à droite, ou va pas par là. Et comme vous dites, c'est super intéressant parce que effectivement, l'essence même du livre, en tout cas tel qu'il est, tel que moi je l'ai ressenti, c'est vraiment le côté famille et secret de famille. Alors quand on sait, d'après ce que vous venez de nous dire, que ce n'était pas réellement, enfin ce n'était pas l'essence en tout cas du premier jet, ça apporte encore plus de mystère en tout cas à votre œuvre et je trouve ça juste sublime. Après, c'est beaucoup de boulot, mais voilà, comme je disais, je commence à accepter que bah, c'est en tâtonnant, quoi. Vraiment, il faut que je tâtonne, et puis pour remettre les choses droites, il y a comme quelqu'un qui dessine fait des bouts de crayonnés, etc. Et à un moment, pour que ça ressemble à quelque chose. Bon, après, je connais quelques BDastes, ils ont un plan bien précis, hein, pour la plupart. Mais voilà, il y a besoin de beaucoup de brouillon avant que ça prenne forme. Définitif, ouais. D'accord, mais du coup, votre éditeur, il vous suggère des, euh, des, euh, des modifications, des personnages, il vous suggère de mettre plus en avant tel ou tel personnage, telle ou telle intrigue, ou il vous dit non, il est plus directif, il vous dit non, ça c'est n'importe quoi, on oublie, va plutôt par là. Et vous réajustez avec votre imagination et votre talent. Ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Ouais, c'est pas directif. C'est simplement moi, ce qui m'intéresse en tant qu'éditeur, l'histoire que j'ai envie d'entendre, c'est ça. Ou simplement, par exemple, t'as fait une scène dans un cimetière où il y a quelque chose de mystérieux. En fait, t'as semé la graine de quelque chose de mystérieux, et ton lecteur attend qu'à un moment, on sache ce que c'est. Et on veut pas que ce soit un petit truc. On veut que ce soit, voilà, on ouvre le paquet cadeau, et à un moment, on veut de la magie. Donc, si tu mets de la magie, vas-y. Voilà, c'est toujours des suggestions à partir de la matière de base. Il n'y a pas de non, enlève ça, c'est nul, non, fais pas ça. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est plus chercher la petite bête vraiment, à ce passage-là, t'as un truc qui est génial. Est-ce que tu peux essayer de le développer un peu? Parce que ça, moi, ça me parle. Et puisque c'est ma collection, je sais que ça va parler à mes lecteurs, ils ont l'habitude, voilà. Et voilà, pour moi, c'est important ce regard-là. Bah, du coup, c'est très intéressant cette analyse et en tout cas cet échange que vous avez avec la maison d'édition et qui est plutôt pardon, très intelligente parce que en tout cas moi c'est ce que j'ai souligné à travers le livre, c'est qu'il y a
on a pas mal de cliffhangers à travers le livre, de choses qui surgissent. Et justement, vous parliez par exemple du cimetière, développe-le, faut que ça crée un effet assez waouh à un moment donné du livre. Et vraiment, tout ça, on l'a, et on l'a jusqu'à la fin. Enfin, moi, je me suis fait vraiment berner sans aller dans le spoiler, mais je m'attendais pas à ce qui pouvait arriver, en tout cas vis-à-vis de Matisse, par exemple. Oui, moi, le personnage de Matisse, j'ai eu assez tôt l'intuition que finalement, voilà, le trouble qu'il a, son côté atypique, soit finalement quelque chose qui touche au fantastique. Voilà, ça c'était un petit plaisir. Je l'ai eu assez tôt. Et puis, bah ouais, faisant arriver un gamin un peu fan de jeux vidéo, etc., je me suis dit, ouais, je vais lui mettre un bon gros trouble de l'attention, voilà, parce que c'est des choses qui touchent un peu aussi ma famille, et voilà, et moi-même, j'ai un bon petit TDAH, j'arrive bien à me perdre, des fois bien à zapper, donc je me suis dit, tiens, ce personnage, on va s'amuser à ce que sa différence soit finalement bah, pas tant un truc handicapant qu'un élément, on va dire, un peu merveilleux, quoi. Ce qui est fou, c'est que tous vos personnages dans le surnaturel sont complètement ancrés dans le réel. Et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment à travers en tout cas votre écriture. Bah, je pense qu'il y a un grand maître là-dessus qui est Alexandre Astier, qui est parti sur des personnages que nous on a toujours vus en armure, gamin, etc., qui s'exprimaient comme des livres et tout. Et bah non, en fait, il a complètement raison. C'est si on veut ancrer un personnage dans le réel, faut qu'il parle comme Monsieur Tout le Monde. Il peut pas parler comme un livre. Donc ouais, je pense vraiment ça c'est un truc qui est très influençant. De se dire il faut qu'on croie au personnage. Voilà, tout comme récemment j'ai vu parce que ça traîne sur Netflix des James Bond, et ben entre les vieux et les nouveaux, bah oui, il y a sûrement ce truc d'avoir quelqu'un qui est complètement un type normal qui est capable de s'asseoir un café, manger un sandwich, et un type qui sort de l'eau et immédiatement sa chemise est sèche. Voilà, on a besoin de réel, je crois, pour bien vivre les histoires. Et du coup, ça fait le lien avec la question que je voulais poser tout à l'heure sur ce surgissement du réel, entre guillemets. On a parlé en début d'entretien de vers libre, de vers blanc et de rythme. Vous commencez le livre dans les premières pages, on a Marie se marie, par exemple, qui a fait penser à James et à moi qu'on allait vers une écriture à la dragonne et le drôle, et puis au final, pas du tout. Mais moi, je trouve que votre écriture là, elle est plus dure, elle est moins poétique, mais parce qu'elle est plus en raccord avec le mode contemporain qui lui est plus abrupt, quoi. Et à tel point que même la magie qui est dans le livre, c'est une magie noire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas du tout? Je pense que oui et non, c'est-à-dire il y a sûrement une petite dichotomie entre l'écriture, la description, etc., qui reste à mon sens très poétique, qui a un côté la dragonnelle drôle, mais comme on est à la ligne, comme on n'a pas cet aspect-là. Il est sûrement beaucoup moins visible. Là où vraiment il y a quelque chose qui tranche, c'est que les gens parlent comme vous et moi aujourd'hui, quoi. Et donc je pense que cet aspect-là est important. Après, c'est vrai que sur la magie, moi j'aime beaucoup la magie quand elle est noire, quand elle est quand elle a un petit côté un peu mystérieux, malsain, c'est-à-dire que voilà, Harry Potter, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas spécialement ma came de magie. Voilà, je préfère largement la Compagnie Noire dans le genre, voilà, parce que je suis sûrement plus un lecteur de fantasy, dark fantasy adulte. Voilà, même si je pense que je me suis fait toute la collection de l'Épouvanteur il n'y a pas très longtemps, et qu'il y avait sûrement des traces de l'Épouvanteur qui traînaient un peu partout, avec cette magie finalement très ancrée dans un monde un peu réel, quoi. Entre la dragonne et le drôle et celui qui hantait le manoir, c'est quoi votre roman le plus sombre, d'après vous? Ah, bonne question. Peut-être que celui qui hantait le manoir est plus sombre. Là où il est plus sombre, c'est que il y a quand même, on touche au deuil.
et que voilà, même si je n'y suis pas allé les deux pieds dedans, on touche au deuil avec des personnages d'aujourd'hui, et que quelque part c'est aussi le deuil qui explique la magie, et qu'on a des personnages qui, à mon avis, souffrent bien plus que le drôle, même si le drôle en prenait quand même pas mal plein sa tête. Voilà. Donc je pense qu'on a des personnages qui sont un petit peu plus qui sont un petit peu plus durs à ce niveau-là. Ok, c'est amusant parce que pour moi, la dragonne et le drôle est bien plus sombre que celui qui hantait le manoir. Au-delà de ce qui se passe dans celui qui hantait le manoir, où les faits sont sombres, d'accord. Dans la dragonne et le drôle, il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas, pour moi, de lumière. Et il y avait une forte mélancolie. Or, dans celui qui hantait le manoir, même de la façon dont se termine, ou que ce soit pour Mathis, je ne vais pas spoiler, ou pour Camille, on sent qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose derrière et qui peut aller vers quelque chose de bien, entre guillemets. Mais c'est la trame, je sais pas si mon analyse est bonne, et vous me contredirez, Damien Galisson, mais ce qui est sombre à travers celui qui est entré de manoir, c'est vraiment ce qui arrive, pas forcément aux protagonistes principaux, mais plutôt à tout ce qui est entourage et la noirceur dans laquelle s'engouffre le livre, alors que ce qui est vraiment très sombre à travers la dragonne et le drôle, c'est vraiment l'histoire ultra tragique du personnage principal. Ouais, puis je pense que la grosse différence aussi, c'est que là, dans le manoir, on a un duo de héros quelque part. On bosse tout de suite en équipe. Il y a déjà une relation, c'est-à-dire que si on se casse la gueule, il y a le pote qui est là pour filer un coup de main. Donc Camille est beaucoup moins seule. Le drôle, quelque part, il met très longtemps avant de se mettre en relation. Et quand il se met en relation, c'est avec un animal fantastique et gigantesque qui, même s'il y a une relation, reste un peu menaçant, quoi. Donc ouais, j'ai du mal en fait à dire lequel est le plus noir ou pas. C'est vrai que moi je garde beaucoup en tête cette question du deuil, qui souvent en fait j'ai lu des histoires de fantômes, et même si ça se voulait noir, dur, etc., on n'allait pas sur l'idée de la perte, alors qu'un fantôme c'est quelqu'un qui est mort. Et donc j'ai pas souvent trouvé cette question du deuil en fait. Et c'est vrai que j'ai des personnages là qui sont touchés de plein fouet par ça. Et ouais, pour moi ce côté noir, mais voilà, c'est une vision personnelle, c'est ma lecture, quoi. C'est là où vraiment je le trouve plus sombre. Voilà. Mais après, pour rebondir et appuyer ce qu'a dit James et ce que vous venez de dire sur le deuil, je trouve que le côté sombre, il n'intervient pas pour les deux héros, Mathis et Camille. Moi, le côté sombre, je le vois à la périphérie. Je le vois dans l'histoire de la grand-mère. Le sombre, il est là, quoi, pour moi. Et c'est là où il y a le vrai dark, quoi. C'est là où il y a le vrai deuil. Le deuil que connaissent les deux héros, oui, comme les péripéties qu'ils ont tout au long de leur aventure, pour moi, il n'est pas aussi prégnant. C'est une péripétie, quoi. Et c'est rien qui va les marquer parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'impact. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ils sont dans l'action en fait. Ils sont dans l'action, dans la résolution, c'est-à-dire que quelque part on est beaucoup plus sur le roman d'enquête que sur le. J'ai lu ça il y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il y aurait un petit peu deux sortes d'histoires, celle où on vit une aventure. Et où c'est l'aventure qui compte, et il y a celle où c'est l'arc du personnage qui compte, comment lui il évolue qui compte. Et c'est vrai que le drôle, ce qui est important, c'est quel est son arc, son évolution à lui personnelle, de partir d'un point et d'aller vers autre chose. Alors que Camille et Mathis sont beaucoup plus dans la résolution, dans l'aventure. Ouais, j'entends complètement ce truc-là. Parfait. Je vous propose de faire une autre pause musicale. On va écouter Orange Blossom, Souffrance, et on revient tout de suite après.
De retour sur Radioverse avec James et Damien Galisson pour parler de son dernier livre, Celui qui hantait le manoir aux éditions Sarbacane. Je précise que les 2 chansons qu'on a entendues jusqu'à présent font partie de la playlist de votre roman. C'est une playlist que l'on retrouve à la première page de votre livre, Celui qui hantait le manoir. Comme à l'accoutumée chez Sarbacane, on a toujours une playlist dans la collection Exprime. Avant qu'on aille plus loin, vous voulez dire quelque chose? Un petit mot sur la playlist ou pas? Ouais, on peut prendre une petite minute pour la commenter. C'est vrai que moi, ça fait partie vraiment des titres que j'ai écoutés pendant l'écriture. Donc c'est laisser traîner un fond YouTube, voilà, avec un bon anti-pub, parce que sinon ça coupe un peu l'élan. Mais voilà, il y a des choses qui font vraiment partie de ma vie, comme Cult of Luna, Dillinger Escape Plan ou Tool, voilà. Et puis il y a des choses que j'ai plus découvert un petit peu par hasard, comme Johan Johansson par exemple, qui c'est plus des choses que j'ai découvert pendant l'écriture, parce qu'il y avait un fond sonore, une ambiance qui vraiment me mettait dans l'ambiance. Voilà. Et puis après, il y a des petites choses où c'est des petits clins d'œil personnels. Voilà, le John Murphy in the House of Heartbeat, c'est un morceau qu'on retrouve dans la BO de 28 jours plus tard, qui pour moi est la BO ultime de films de zombies, mais de films en général, parce qu'il y a de la guitare et que ça cogne, quoi. C'est parfait. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai découvert Gaspar Klaus, tiens, via votre playlist. Je connaissais pas. Je me la suis mis en favori dans Spotify. J'adore beaucoup j'aime beaucoup sa musique. J'ai une aventure personnelle avec Gaspar Klaus. Expliquez-nous. Je suis obligé de la raconter maintenant. Ouais, complètement, je suis obligé de la raconter maintenant. Il se trouve que par hasard, parce que ça se passait pas loin de chez moi, j'ai participé au tournage du film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, et que je m'étais inscrit, j'avais une vingtaine d'années, je m'étais inscrit en tant que figurant, donc je me suis retrouvé habillé en poilu de la guerre 14, etc. Et qu'il y a un moment, parce que j'avais les yeux un peu plus ouverts ou je ne sais quoi, j'ai été pris pour dire, tiens, toi, on va te filmer, tu vas embrocher un type habillé en allemand. Et c'était Gaspar Klaus. Voilà. Donc j'adorerais le croiser un jour en lui disant, déjà, j'adore ce que tu fais au violoncelle, et en plus, je t'ai tué dans une autre vie. Voilà. Donc si vous revoyez le film, je suis dans les premières minutes, vous penserez à moi. Voilà. Excellent. Et puis s'il nous écoute, peut-être qu'il entendra et qu'il se remémorera ce même souvenir. J'espère. J'aimerais aborder maintenant un peu plus en avant ce que raconte l'histoire de votre livre, mais derrière l'histoire telle qu'elle est racontée. Donc peut-être le message qu'il y a derrière, pourquoi les personnages agissent comme ils font, et parler un petit peu plus de ça. Pour moi, dans votre livre, il y a un thème qui est hyper récurrent dans toutes les œuvres qui mettent en scène des enfants, et des préadolescents, c'est que les enfants, ils doivent devenir adultes en étant plus adultes que les parents. Et plus adulte, c'est-à-dire plus responsable. L'enfant, il doit endosser les responsabilités de l'adulte défaillant. C'est le cas pour la mère de Camille. Elle est coupée de sa famille parce qu'elle a fait une certaine chose. On va pas spoiler. Est-ce que ça, vous en avez conscience que d'utiliser cette notion de narration ou pas? Est-ce que ça fait partie du storytelling pour raconter l'histoire? Là, je l'apprends. Je l'apprends, mais en fait, c'est rigolo. C'est au moment où je l'entends, je me dis, bah oui, très certainement. Disons que ça fait pas partie des outils. Je pense que ça fait partie des choses qui surgissent inconsciemment et qui doivent être là, qui sont déjà là. Après, il y a un petit plaisir à avoir un personnage qui est impertinent et qui aime bien mettre les adultes face à leurs contradictions, il faut être honnête, mais je cache des choses à ma fille, il faut être sincère, mais ça je préfère te l'éviter. Il faut. Donc les petites contradictions des adultes sont très très bien pointées par les enfants, quoi. Le côté la vérité sort de la bouche des enfants, et c'est quelque chose de factuel qu'on a tous vécu, quoi, en tant qu'enfant et maintenant en tant qu'adulte. Ouais.
Ok. Il y a une conséquence pour moi à cet état de fait, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je tease encore une fois. Après, j'ai trouvé des choses, alors peut-être qui ne sont pas conscientes, hein, comme, comme d'habitude quand on écrit, mais j'ai trouvé quand même quelques messages entre les lignes. Par exemple, je vais juste citer 2-3 pages. Ma mère résumait dans le choix du vêtement. Rien n'est dû au hasard, simple, classe, rien qui dépasse. Excessivement mesurée, elle connaît les codes, elle doit se démarquer. C'est le mariage, aujourd'hui, le mariage de Marie. Ça, c'est quasiment le premier paragraphe. Un peu plus loin. Tandis que moi, la préado, comme ils aiment me désigner tous, j'ai droit à la panoplie morne, fade et tragique, moche et chimique de petites filles modèles tirées d'un catalogue antique. Ou je réponds d'abord, ou sinon on va au bout et puis. Allez-y. Typiquement, le truc du costume, c'est ce truc de faux semblant du mariage que Camille note assez souvent. C'est-à-dire que les gens se marient, on sait qu'ils s'aiment quand ils se marient, mais il y a le côté mise en scène. Donc, elle insiste pas mal sur le caractère de sa mère, c'est-à-dire la façon de s'habiller parle beaucoup des gens. Ou la façon de s'en foutre de comment on s'habille parle des gens. Et donc Camille, on lui a mis un costume de petite fille parce que ce jour-là, sa place, c'est la petite fille. Et sa mère est exactement dans la mesure, c'est-à-dire c'est la sœur de la mariée, faut qu'elle soit un peu moins belle, elle est un petit peu plus vieille, mais il faut qu'elle montre quelle est sa place. Et en fait, il y a un truc de faux semblant qu'on peut ressentir même au travail ou je ne sais quoi. C'est de qui on est selon comment on s'habille et quelle est la place qu'on a. Et ça, c'est quelque chose de très adulte puisque les enfants, eux, s'en foutent. Ou alors, ils sont très marqués par ça. Et au collège, si tu as des Nike ou des Puma, tu n'es pas la même chose que le plouc qui est habillé chez Decathlon. Mais cette chose-là est très prégnant dans nos sociétés actuelles. Et donc Camille a ce regard-là sur sa mère, de quelle est ma place et où est-ce qu'elle me met. Voilà, c'est là où le regard de l'ado sur l'adulte est intéressant. Mais à mon sens, ça va au-delà, parce que c'est pas la seule personne qu'elle décrit via ses habits. Vous en décrivez pas mal via les habits qu'il porte. Et oui, pour moi, ce que ça disait derrière, c'était que c'est que des masques qu'on porte, que des faux semblants, comme vous avez dit. Et avec d'autres détails, il y a quelque chose qui se met en place, l'air de rien. J'en parlerai encore une fois dans ma conclusion. Mais ce qui se dit dans votre livre derrière les faux semblants, les mensonges, c'est aussi la non-communication. C'est que c'est ça, c'est le silence entre les personnes qui sont censées s'aimer, quoi. Et on aboutit à quoi? À une simagrée de relations humaines, comme Camille le dit. Et je vais citer très rapidement un petit passage. Elle parle du mariage. Pourquoi ont-ils besoin de nous le démontrer? Sont-ils si peu certains que leur amour est fort qu'il faille inviter la famille et consorts et passer chaque seconde en s'envoyer des cœurs à se montrer ainsi sans aucune pudeur? S'ils s'aiment et se le disent, ont-ils besoin de nous, du tampon officiel de la robe, du costard et de la belle soirée pour tout homologuer? Et je trouve que ça, c'est un des thèmes forts du livre. C'est tout ce que tu vois, c'est du chiquet, pour dire les choses vulgairement. Tout ce que tu vois, c'est du faux, c'est du mensonge de A à Z. Tu mets une culotte, et tu mens déjà. Je schématise, hein. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ouais, c'est le regard de Camille qui quelque part n'accepte pas ou un jugement particulier. C'est-à-dire que Camille, elle a ses petits défauts qui m'ont fait bien plaisir à développer. C'est-à-dire qu'elle est très jugeante. Elle juge très facilement. La musique des autres est nulle. La façon de faire des autres est nulle. Elle a son petit côté comme ça, moi, qui me plaît bien, parce que c'est un peu mon caractère, pour finalement revenir dessus après, mais se dire, ouais, non, ça le fait pas. Elle est très sûre de ses goûts littéraires, par exemple. Donc tous les lecteurs de fantasy ont vécu ça, se retrouver au collège avec un prof qui sait pas ce que c'est que de la fantasy et de se dire bouf qu'ils sont nuls. Voilà, on a sans doute tous vécu ça. Après sur le côté faux semblant, je pense que vraiment c'est son regard.
parce que je pense que Marie et son futur époux, son nouvel époux, sont sincèrement amoureux. Ce qu'elle comprend pas, c'est cet amour n'est pas faux. Ce qu'elle comprend pas, c'est la mascarade autour. C'est tout cet élément traditionnel qui semble absolument nécessaire et auquel tous se conforment, parce que elle, c'est pas son caractère. Elle est plus là-dessus, sachant qu'elle le juge d'autant plus fort que bah voilà, elle vient d'arriver dans la maison où a vécu sa mère, qui finalement est un manoir incroyable, énorme, etc. Et qu'elle se dit mais moi je suis passée à côté de tout ça, je ne sais rien de ma mère. Donc elle est dans ce truc de mal supporter le mensonge, et donc très rapidement son regard va être voilà que un peu tout est faux. Ouais. Mais du coup, là, vous dites qu'elle juge beaucoup. Oui, elle juge beaucoup. Mais pour moi, c'est une conséquence du silence qu'il y a tout autour, quoi. Elle parle beaucoup pour combler le vide. Et vous le dites, il y a une phrase, je pense que c'est la meilleure phrase de votre livre, excusez-moi, mais je vais la lire. Hein. Elle referme la bouche plus fort qu'un juron. Je trouve que non seulement elle est belle, mais aussi, encore une fois, dans mon interprétation, ça dit aussi le message du film, c'est-à-dire que ça dit aussi le message du livre, c'est que le silence, c'est rien d'autre qu'une insulte, quoi, une insulte qu'on fait aux autres, à soi, et du coup, pour moi, c'est là où tout votre livre prend une nouvelle tournure. C'est que celui qui est entré dans le manoir, à mon sens, c'est pas le fantôme, quel qu'il soit, mais c'est le silence, quoi. C'est le silence assourdissant de nos vies qu'on remplit à coups de robes de mariée et de jugements à l'emporte-pièce. Ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y avait ça derrière votre idée ou pas du tout? Alors moi, j'avais pas cette idée-là, mais déjà, j'adore l'idée que quelque chose que j'ai pu écrire, auquel j'ai pas pensé, puisse faire. C'est le pouvoir du livre, hein, c'est que chacun puisse y mettre de soi et de son propre vécu pour ressentir les choses. Je pense que vraiment là où Camille insiste là-dessus, c'est que c'est la relation à sa mère. La relation à sa mère est exactement comme ça. Son père, si elle déconne, son père va lui dire. Sa mère, ce sera juste un silence et un regard. Et en fait, ce silence sera plus fort qu'une punition. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend beaucoup de sa mère, et sa mère est capable d'une énorme distance. Et c'est une relation qu'elles ont. C'est cette relation-là, mère-fille, qui crée cette tension-là entre les deux. Voilà, sachant que le secret de base vient de sa mère. Vous voyez, je vais aller encore plus loin dans mon interprétation. C'est que donc les êtres humains vous les décrivez via leurs habits, mais tout le paysage autour, vous les décrivez comme des êtres humains. C'est-à-dire que dans votre écriture, le tapis rouge, ça devient une langue. Vous décrivez le manoir comme un lieu qui a des dents. Il y a un arbre qui est une silhouette. Il y a tout un aspect chair vivante dans les lieux. Et c'est en totale contradiction avec ce que vous racontez sur les faux semblants et les mensonges des personnages. Et du coup, par extrapolation, j'ai l'impression que vous nous dites que, ben oui, on habite des lieux qui, eux, sont vivants, alors que nous, on est tous morts, quoi. On est tous des zombies, on est tous morts de silence. En gros, les fantômes qui n'ont pas de voix, c'est pas Frédéric, mais c'est les vivants. Ouais, j'ai pas forcément voulu dire ça, mais j'entends complètement le regard. Après, c'est un vrai plaisir personnel d'aller mettre des choses organiques dans. Alors bon, il y a un arbre, mais il est vivant, il se fait appeler le vénérable, mais de mettre dans l'organique, de se dire bon oui, on se fait happer par une bouche, une entrée, tout comme c'était le cas pour la Dragon Eldroll quelque part, hein, au moment où il rentre dans la grotte, voilà, c'était une bouche énorme. Et à ce côté, elle rentre dans un manoir, elle rentre dans la bouche de l'ogre quelque part. Donc on rentre dans les gens qui écrivent des scénarios parlent du moment où on est dans le ventre de la baleine. Donc cet aspect-là est important quelque part de personnifier les lieux, de personnifier
mettre de l'animal dans des choses. Voilà, c'est plus de la métaphore. Mais c'est vrai que j'ai pas poussé la réflexion. Mais c'est bien. Je vais partir de cette émission et j'aurai plein de nouveaux regards sur mon livre. C'est parfait. Bon, c'est le but. Pardon, vas-y James. Non, vas-y. Alors j'en ai un dernier, c'est qu'il y a une solution aussi, c'est que tout ce qui se passe, tout ce qui est écrit dans le livre, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, à mon interprétation, ça n'a jamais existé, quoi. Camille, elle est juste, c'est une préado complètement perdue par le silence de ses parents et par les lourds secrets de famille, et qu'elle a une imagination tellement débordante, comme vous le dites dans votre livre, l'imagination, il faut que ça déborde, que tout ce qui s'est passé n'a jamais existé, et c'est dans sa tête. Mais ne répondez pas à ça, on va pas aller sur ce terrain-là. Moi, là où je voulais m'attarder, c'était aussi sur la fin du livre, vraiment la fin, la toute dernière ligne. Alors, je vous la garantis, sans spoiler, mais je pense que ça va aussi donner l'envie aux auditeurs et aux auditrices d'aller parcourir ce livre, parce que vraiment, on a jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot et jusqu'à la dernière ligne, quelque chose auquel on ne s'attend pas dans Celui qui a hanté le manoir. Et effectivement, dans la dernière ligne du livre, ça nous a fait soulever avec Chris une question justement sur ce qu'a vécu le personnage principal. On s'est même demandé, est-ce qu'on assiste à une origin story, comme peut savoir le faire Disney par exemple, de personnages qui deviennent ce qu'on ne pense pas, ce qu'ils pourraient devenir. Oui, vous avez mis le doigt dessus, c'est le début de Charmed. Non, c'était cette fin-là, le fait de remettre une touche de fantastique ou de potentiel fantastique à la toute fin du roman. On va dire que c'est une grosse ficelle de roman fantastique, et c'est un petit plaisir personnel. Voilà, tout comme on peut l'avoir, je sais pas, dans le Chat Noir de, c'est qui, c'est Maupassant, le Chat Noir, je sais plus, j'ai perdu mes classiques, mais d'avoir un dernier petit surgissement, un dernier petit voilà, une dernière possibilité alors sans spoiler, on a Camille qui va frôler quelque chose, on va dire, de potentiel magique, et bah oui, on se dit, tiens, est-ce qu'il pourrait pas y avoir la petite graine pour aller vers la suite. Donc j'avoue complètement ne pas du tout avoir pensé à la suite. Bon, j'en ai fait que 2, mais pour l'instant je me vois plutôt comme un auteur one shot. Mais voilà, c'était plus voilà, le plaisir de remettre un petit doute. Non, c'est pas vrai. Mais non. Ok, parfait, merci. On va pas en dire plus parce qu'il faut que les lecteurs, lectrices découvrent toutes les subtilités de votre écriture et du livre. Celui qui a hanté le manoir chez Sarbacane édition. Et bon, on a tourné autour, mais si on se pose la question, est-ce qu'on peut écrire un autre chef-d'œuvre après avoir écrit un chef-d'œuvre? La réponse est oui. Bravo Damien Galisson. J'étais déjà fan, je suis encore plus fan, et je pense que pour James c'est pareil. Oui, bah, toute ma modestie vient de s'écrouler, c'est terrible. Ouais, mais on est là pour ça. Mais non, moi, tout ce que j'attends, c'est un 3e livre. Alors, que vous soyez auteur de one shot ou peut-être que vous pensez à des suites sur les 2 premières œuvres, ça on le verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi j'attends le 3e ouvrage avec grande impatience. Merci. Bah, il y a du travail en cours, mais bon, oui, voilà, c'est le jardinier a semé plein de graines, mais pour l'instant c'est bordélique, je vais pas mentir. Ouais, bah, il faut. Pourtant, il pleut bien en ce moment, ça devrait pousser assez rapidement. Après, comme vous le disiez, vous avez un métier en parallèle, donc vous trouvez où le temps pour écrire? C'est le soir, une fois que les enfants sont couchés, un petit peu le week-end quand je peux, mais c'est vrai que j'ai pas je peux pas faire comme un auteur de BD 8h 18h comme il faudrait pour écrire comme il faut. Après, je ne sais pas si j'ai une capacité de concentration de plus de 2 heures. Donc, est-ce que vraiment j'écrirais plus si j'avais plus de temps pour écrire? J'en sais rien. Ça reste un gros doute. Voilà. D'accord. Combien d'heures par semaine à peu près vous écrivez? C'est au moins 4 soirs par semaine pendant 2 heures. Donc, ça fait. 8 heures, une dizaine d'heures. Oui, c'est ça, une dizaine d'heures. Ouais. Très bien. Ok, super. Écoutez, on offre un exemplaire de votre livre à nos auditeuristes. Pour le gagner, c'est simple, il faut juste nous envoyer un message, alors, ou via le site internet lanuitdudimanche.fr ou radioverse.fr,
ou via nos réseaux sociaux, @la nuit du dimanche et @radioverse of multiverse sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Un exemplaire à gagner pour cette émission et bientôt un deuxième exemplaire à gagner, mais on va pas spoiler. Et en parlant de jeu, nous lançons un jeu radiophonique qui s'appelle Les Tronches de l'Art, qui va être fun, rigolo et éclatant. Vous pouvez aussi gagner d'autres cadeaux. Et pour vous inscrire, il faut encore une fois nous envoyer un message via la nuit du dimanche.fr. Et ce jeu est piloté par James. Tu veux nous en dire un mot ou pas? Non, on va laisser la surprise aux gens. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on va surfer autour de tous les arts, hein, que ce soit justement l'art de l'écriture, de la bande dessinée, du cinéma, de la sculpture, voilà, et jouer autour de tout ça. Ah ben super, on attend des inscriptions en masse, comme dirait l'autre. Et pour terminer, Damien Galisson, est-ce qu'il y a des projets en cours ou pas? Alors déjà, moi, il y a un projet sur lequel je ne travaille pas, mais sur quelqu'un travaille activement. C'est Alex Inker qui est en train d'adapter La Dragonne et le Drôle en bande dessinée pour une sortie chez Sarbacane en 2027. Ça, on a hâte, très hâte. Ouais, moi aussi, ce que je reçois comme vous juste les petits tags Instagram, et à chaque fois je suis là, waouh, je le veux. Donc voilà, j'ai hâte énormément. Et une question par rapport à ça, vous avez un regard justement sur l'adaptation de la bande dessinée ou pas du tout? Pas du tout. Et c'est d'autant plus excitant pour moi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est le regard de quelqu'un d'autre qui s'empare complètement du matériau brut. Il ne me demande pas mon avis, il ne me demande pas. Et vraiment, je vais avoir sa version. Je trouve ça super intéressant. Beaucoup plus que finalement... Enfin bon, après, j'ai jamais travaillé en relation avec quelqu'un qui... vraiment en binôme à quatre mains sur un truc comme ça peut être passionnant. Mais c'est vrai que là, j'avoue particulièrement kiffer juste être le spectateur de quelque chose qui m'a appartenu et qui m'appartient plus du tout. Je trouve ça assez excitant. Ouais, c'est super. Bon, puis vous avez confiance, hein, c'est entre les mains aussi des éditions Sarbacane avec qui vous travaillez en étroite collaboration, donc vous savez On est d'accord. Voilà. Okay, et vous disiez un autre projet. Pardon. Ouais, moi j'ai un autre projet. Je suis en train d'écrire quelque chose qui est complètement fantasy. Alors c'est les premiers jets, c'est les premiers, voilà, c'est le tout début, mais vraiment ça m'éclate. Je me fais un gros plaisir. J'ai déjà une bonne playlist bien hardcore là-dessus, et pour le coup on est vraiment dans la fantasy pure et dure. Donc je me fais bien plaisir, ouais. Ok. Eh ben on a hâte de tout ça. Ouais, et ben vivement la suite. C'est la fin de précédemment. On va s'arrêter là et on va vous laisser le mot de la fin de Damien Galisson. Vous allez devoir choisir le générique de fin et nous expliquer pourquoi vous voulez écouter ce son. Et on se dit à tout le monde à très vite. Ah, le générique de fin. J'aimerais bien le morceau de Guillaume Houzé qui figure parmi la BO de Wakfu, parce que c'est une série d'animation française absolument incroyable, et que ce morceau-là, Le Peuple Héliatrope, est absolument génial. Parfait, il est en plus dans la playlist de celui qui a hanté le manoir. Donc on écoute ça. James, merci beaucoup d'avoir rejoint précédemment pour cette interview. Je te souhaite une très très bonne soirée. Eh ben merci à toi de m'avoir accueilli, très belle soirée à toi, et merci Damien Galisson d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de votre second livre que nous avons encore une fois très apprécié. Merci à vous.